le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 1er octobre 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où 35 degrés sont attendus comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichée en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, visite d'amitié et de travail du président du Niger, le général d'armée Abdraman Tiani, dans notre pays. Occasion pour lui de procéder avec son homologue malien, le général d'armée Assimi Goïta, à un constat d'étape des actions menées par la Confédération des États du Sahel. Toutes les grandes questions ont été abordées, qu'il s'agisse de défense et de sécurité, de développement ou de diplomatie au sein de l'AES. Ce déplacement du chef de l'État du Niger intervient seulement à quelques semaines du sommet des chefs d'État de la Confédération qui se tiendra ici même à Bamako. Autre titre de ce mercredi 1er octobre, c'est jour de rentrée scolaire aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités ont pris des dispositions pour que cela se déroule dans des conditions optimales sur l'ensemble du territoire. Awa Adama Koulibaly nous fera la synthèse de l'adresse du ministre de l'Éducation à cette occasion. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui les assurances et les financements innovants qui peuvent transformer le risque en opportunité économique face aux catastrophes naturelles. Enfin, en sport, notre pays abrite à partir de dimanche prochain le tournoi UFOA A des moins de 17 ans, qualificatif pour la CAN de la même catégorie. Les délégations des pays participants à la compétition ont commencé à arriver à Bamako. Et puis la deuxième journée de la Ligue européenne des champions a commencé hier. Certains clubs ont fait forte impression en réalisant des scores larges, entre autres le Real Madrid, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matina. Voilà pour le sommaire. AES, actualité. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons cette édition par la page AES avec le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Tiani, qui a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures hier dans notre pays. Le chef de l'État du Niger a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue, le général d'armée Assimi Goïta. Les deux chefs d'État ont ensuite eu une séance de travail élargie aux deux délégations. Maliens et Nigériens ont passé ensemble en revue les actions menées ensemble au sein de la Confédération AES. Parmi elles, l'opérationnalisation de la force conjointe, l'action commune des trois États sur la scène internationale en matière de diplomatie ou encore les initiatives de développement. Des questions qui seront avec bien d'autres à l'ordre du jour du prochain sommet de la Confédération prévu ici à Bamako en décembre prochain. Yaya Konaté. Dans un Sahel en proie à de multiples défis, des chefs d'État déterminés à marcher ensemble pour le salut de leur peuple à travers la réalisation des objectifs qu'ils se sont fixés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Cela passe par des consultations régulières à différents niveaux et c'est justement dans ce cadre que se situe la visite d'amitié et de travail du président Tiani au Mali. Général d'armée Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Nous nous rencontrons à travers nos structures intermédiaires, soit c'est les experts, soit c'est les ministres, pour de temps en temps évaluer la distance parcourue, permettez-moi d'utiliser ce terme, les objectifs atteints ou à atteindre. C'est dans ce cadre que je suis à Bamako pour essayer de faire le tour du horizon avec mon frère Assimi Goïta. Dès leur arrivée au palais présidentiel de Koulouba, le général d'armée Assimi Goïta et son hôte ont eu des entretiens en tête-à-tête. S'en est suivi une séance de travail élargie aux deux délégations. Au menu des échanges, la marche de l'organisation commune à travers les trois piliers que sont la défense, la diplomatie et le développement. Sur les questions de défense, il s'est agi notamment de la force unifiée des pays membres de l'AES dont l'état-major est déjà opérationnel dans la capitale nigérienne. Général d'armée Abdraman Tiani, président de la République du Niger. Les bataillons sont constitués et seront opérationnels à travers des opérations bilatérales ou multilatérales que nous avons eu à conduire, soit avec le Mali, soit avec le Burkina ou les trois pays ensemble. Mais nous voulons aller plus loin et c'est la raison pour laquelle l'état-major dont le siège est à Niamey est actuellement en formation pour que
tous les problèmes de défense et sécurité soient pris en charge par cette force unifiée. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays qui parlent désormais d'une seule et même voix dans les instances internationales. En la matière, les motifs de satisfaction ne manquent pas pour les chefs d'État de la Confédération qui entendent œuvrer à maintenir cette dynamique. Vous le voyez, que ce soit aux Nations Unies ou dans toute autre rencontre d'intérêt, nos représentants gardent la même position, prennent les mêmes décisions. C'est la volonté de notre confédération et c'est en ce sens que les ministres travaillent nuit et jour. Sur les questions de développement, tout est mis en œuvre également pour que l'espace AES soit un espace de bonheur partagé et de prospérité. Là aussi, les initiatives en cours ou en projet ont été passées au peigne fin. Vous savez que nous avons créé la Banque confédérale d'investissement et de développement. Tout est fin prêt, qu'il s'agisse du siège ou des autres structures d'accompagnement, tout est connu d'avance. Ce qui se passe dans l'espace AES constitue pour le général Tiani une véritable révolution à l'origine de laquelle il y a le peuple à qui le président nigérien a tenu à rendre un vibrant hommage. Merci au vaillant peuple du Mali, merci au vaillant peuple du Burkina, merci au vaillant peuple du Niger, c'est le peuple du Sahel qui conduit la révolution. Et Inch'Allah, avec le peuple comme guide, le succès est au bout du chemin. Le président Tiani de se rappeler de sa première visite au Mali, celle au cours de laquelle il était venu remercier le chef de l'État pour la présence du Mali et du Burkina Faso aux côtés du Niger menacé en son temps d'agression par la CEDEAO. C'était exactement le 22 novembre 2023. J'étais venu affirmer à mon frère Assimi Goïta, à l'ensemble du peuple malien, notre gratitude et notre reconnaissance pour ces sacrifices. Parce que c'est un sacrifice, le fait de rentrer dans la guerre éventuellement si le Niger venait à être agressé. Selon le président nigérien, plusieurs autres questions étaient au menu des échanges avec son homologue malien. Certaines d'entre elles seront sans doute inscrites à l'ordre du jour du prochain sommet de la Confédération. Des assises prévues en décembre prochain ici à Bamako, conformément à une décision unanime du Collège des chefs d'État. Oui, le deuxième volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie de la Sicile voient leurs capacités renforcées. Autorités coutumières et populations se sont mobilisées pour leur offrir un important lot de matériel, une vingtaine de motos, des talkie-walkie et des vivres. La remise officielle a eu lieu à Léo en présence du ministre de la Justice. De Ouagadougou, la correspondance de Sibi Richard Saint-Poré. Prestation de troupes venues de plusieurs provinces appelle à maintenir la pression sur le groupe terroriste et remise de matériel, notamment 22 motos de type Aloba, des talkie-walkie, des vivres ainsi qu'une contribution au fonds de soutien patriotique sont entre autres actes qui ont marqué cette cérémonie. Pour le chef de canton de Léo, ce geste répond à l'appel du chef de l'État en faveur du soutien à la lutte contre le terrorisme. Sa Majesté Léo Bio Dazoué. La population a répondu massivement que nous avons cotisé près de 25 millions. Ce montant-là n'est rien par rapport à la vie de l'être humain. C'est pour les donner plus de courage. Outre les fils de la province de bonne volonté comme l'homme d'affaires El Hadj Amidou Ouedraogo, PDG du groupe Ramadan et vice-président du patronat burkinabé, ont également tenu à soutenir l'initiative. Ce qui est motivé, c'est l'appel de notre chef d'État, l'appel qu'il a fait le fils et le fille de Burkina Faso pour lutter pour notre pays. Je n'ai pas hésité. Pour le ministre en charge de la justice, ce geste des fils et filles de la localité traduit la détermination de la population de la Sicile à soutenir la lutte contre le terrorisme pour un retour rapide de la paix. Et Dasso Rodrigue Bayala. Ça témoigne que nos forces combattantes ont derrière elles la population et les notabilités. Et que toutes ces notabilités font tout ce qu'elles peuvent pour que nous puissions remporter très rapidement la guerre.
Et comme l'a dit Sa Majesté Popé, nos ennemis sont devenus des lièvres. C'est grâce à la contribution de tout le monde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour la Sicile, mais c'est pour le Burkina Faso tout entier. Selon le ministre, les contributions au fonds de soutien patriotique s'élèvent déjà à plus de 400 milliards de francs CFA, un témoignage fort de l'engagement des populations pour le retour de la paix. Oui, le troisième et dernier volet de l'actualité AES nous conduit au Niger, où, à la veille de la rentrée scolaire prévue aujourd'hui, l'heure était aux derniers préparatifs dans les établissements scolaires du pays. Des salles de classe en cours de réaménagement, des enseignants en formation et des familles mobilisées pour les achats de fournitures. Chacun s'organise pour que cette nouvelle année débute dans les meilleures conditions. Notre consoeur de la Voix du Sahel, Samira Garba, est allée à la rencontre des différents acteurs. Je vous propose de suivre son reportage. Après 3 mois de repos, les scolaires nigériens renoueront avec le chemin de l'école. À quelques jours de la reprise des classes, les préparatifs s'intensifient au niveau des collèges d'enseignement général, public tout comme privé. Entre travaux de réhabilitation, dressage des tableaux de service des enseignants, remplissage des listes des élèves et autres orientations, chacun dans sa sphère s'active pour une rentrée scolaire apaisée et réussie. Au niveau du CES Yantala, le proviseur Ibrahim Mamalawali rassure que tout est fin prêt pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. On a fait les tableaux de service des enseignants, on a fait la liste des élèves, on attend seulement la veille pour qu'on puisse afficher la liste et les orientations. Tout récemment, le gouverneur a signé la décision des orientations des élèves entrant en 6e et en seconde. Au complexe scolaire Manu Diata, également le constat est le même. Chefs d'établissement et enseignants sont à pied d'œuvre pour recevoir les élèves, selon Issa Mekarfi, proviseur du dit établissement. On est déjà fin prêt sur 90% en tout cas, pour recevoir donc les élèves le 1er octobre. Au niveau des infrastructures, on est fin prêt. Au niveau du corps professoral, on a déjà fini la répartition donc des classes par matière. Quant aux enseignants, ils se disent prêts pour débuter cette nouvelle année 2025-2026. Boubacar Moumouni Mahamadou est professeur au CES Yantala. Déjà, le tableau de service est prêt. Chaque enseignant a son tableau de service. On attend seulement le jour de la rentrée. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des élèves, c'est vraiment de se préparer pour une bonne rentrée. Cependant, les chefs d'établissement ont formulé plusieurs attentes tout en lançant un appel à l'endroit des acteurs du secteur éducatif pour une rentrée réussie. Écoutons respectivement Ibrahim Mamalawali, proviseur du CES Yantala, et Issa Maikarfi, proviseur CSP Manoujata. L'appel que je lance à l'endroit des parents d'élèves, vraiment, c'est de suivre leurs enfants, de temps en temps de venir à l'école pour s'inquérir de la situation, de l'évolution du travail de leurs enfants. Les parents d'élèves, on leur demandera tout simplement de nous accompagner en termes de partenariat famille-école, que l'année se déroule bien. Côté parents d'élèves et élèves, l'heure est aux bousculades pour l'achat des fournitures et tenues scolaires. La rentrée est ainsi prévue officiellement le 1er octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. AES, actualité. Un mot de l'actualité nationale à présent et nous n'allons pas quitter le registre de la rentrée scolaire. C'est officiel, aujourd'hui, 1er octobre 2025, les écoles rouvrent leurs portes sur toute l'étendue du territoire national. Une année scolaire placée sous le thème « Le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale ». Conformément aux instructions du chef de l'État de faire de 2025, l'année de la culture. Pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale donne des précisions sur les précautions prises et prodigue des conseils aux élèves pour la bonne réussite de l'année scolaire. La synthèse, c'est avec Awa Adama Koulibaly. Les vacances laissent place aux cahiers, aux sonneries stridentes et aux salles de classe. Une année pour tout donner, car ici, la réussite ne tolère ni paresse ni excuse. Rigueur et constance seront les clés. Amadou Sissavané, ministre de l'Éducation nationale. Chers élèves, soyez assidus, disciplinés et cultivez le goût de l'effort. Je voudrais attirer votre attention sur l'usage du téléphone portable et d'Internet. Mal utilisés, ces outils peuvent vous distraire et freiner votre élan, votre progression.
Utilisés à bon escient, ils deviennent de puissants moyens d'apprentissage. D'ores et déjà, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires pour vivre une année scolaire réussie. Ces actions portent notamment sur la formation de mères éducatrices, la construction, l'extension et la réhabilitation de salles de classe, le soutien aux cantines scolaires, l'appui aux enseignants volontaires dans les zones difficiles, la promotion de la scolarisation des filles. Nouvelle année, nouvelle perspective. L'année académique 2025-2026 sera animée par des cadres de concertation réguliers. Y prendront part le corps enseignant, les parents d'élèves, les promoteurs d'écoles privées et la société civile, afin d'anticiper les défis et faciliter un meilleur traitement des problèmes du système éducatif. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Barcelone en Espagne, où en marge des travaux de la conférence sur les politiques culturelles et le développement durable qui se tient dans cette ville espagnole, le ministre en charge de la culture a rencontré plusieurs personnalités africaines et internationales, parmi celles-ci le directeur régional de la culture à l'UNESCO. Les échanges ont notamment porté sur les relations culturelles qu'entretient le Mali et ses institutions nationales et internationales. De Barcelone, la correspondance de Alouseni Touré et Abou Koni. Avec le ministre de la Culture de la Guinée, les discussions ont surtout permis d'évaluer le projet relatif à la réactivation du festival du Balafon. Le même sujet a également été débattu avec le directeur de cabinet du ministre ivoirien de la Culture. Ces deux personnalités ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer pour la bonne réussite du dit festival. Si la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina constituent le triangle du Balafon, la Guinée a été désignée pays invité d'honneur de cet événement. Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture et de l'Artisanat de Guinée. La Guinée, d'autant plus que notre pays abrite le Sosobala, qui est l'ancêtre des balafons, plus de 919 ans. C'est un instrument traditionnel de musique qui est un symbole de chefferie, aussi mystique, mythique, et qui nous rappelle notre passé glorieux. Ce passé que nous avons en commun, la République de Guinée avec la République du Mali, c'est le même espace, nos peuples ont les mêmes traditions, nous avons les mêmes réalités. Et donc il est important qu'on échange sur l'organisation de ce festival. Mahmoud Dafé, ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière, de l'Artisanat et du Tourisme. Nous avons échangé en toute fraternité, non seulement du triangle de Balafon, mais nous avons jeté les bases d'une nouvelle perspective entre nos États, parce que culturellement, historiquement, nous avons les mêmes visions, les mêmes penchants. Teshime Wandimou est un entrepreneur culturel. Il entend œuvrer avec le ministre malien de la Culture pour faire émerger des actions culturelles. J'ai eu une très bonne audience avec le ministre de la Culture de Mali. C'est un des meilleurs acteurs culturels que nous connaissions. Il s'agissait notamment de comment les pays africains peuvent travailler ensemble. Notamment moi, je suis de l'Éthiopie. Et comment l'Éthiopie et le Mali peuvent collaborer. Et comment développer également les talents que nous avons en Afrique et les présenter au monde. Nous avons également discuté de l'investissement qui doit être fait également dans l'éducation et comment les pays africains doivent également avoir au moins 1% du budget national d'ici 2030. Le directeur de la Culture à l'UNESCO a pour sa part accordé une audience au ministre de la Culture. L'UNESCO s'est dit engagé auprès du Mali pour financer des projets culturels. L'accent a été mis sur la préservation du patrimoine et le développement du cinéma. Ernesto Renato Otone Ramirez, sous-directeur de la culture à l'UNESCO. Et je crois que ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement dans le domaine du patrimoine, que ce soit le patrimoine tangible ou intangible, le patrimoine vivant, mais c'est aussi vis-à-vis des industries culturelles que nous avons échangé et voir comment certains projets peuvent aboutir pour le bien des communautés au Mali. Le ministre de la Culture a rencontré et échangé avec son homologue d'Angola, qu'il a d'ailleurs invité à Tombouctou pour la prochaine biennale. Enfin, le ministre a rencontré Jordi Pascual, coordinateur culturel, partenaire institutionnel des Nations Unies. Barcelone, Alouseni Touré, Abou Kone pour l'ORTM. Le reste de l'actualité à l'étranger pour dire que l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné à mort hier au terme d'un procès par contumace pour trahison et crime de guerre. C'était devant la justice militaire du pays où il ne réside plus depuis 2 ans.
Âgé de 54 ans, Joseph Kabila, qui n'était pas présent à son procès dans la capitale Kinshasa et n'y était pas non plus représenté, a été reconnu coupable de complicité avec le groupe armé antigouvernemental M23. Entre janvier et février, le M23, soutenu par le Rwanda et son armée, s'était notamment emparé de vastes pans de territoire le long de la frontière rwandaise. Le mouvement GNZ à Madagascar, instigateur des manifestations qui ont fait au moins 22 morts selon l'ONU, a appelé à un nouveau rassemblement hier. Cet appel à manifester est intervenu malgré le renvoi de tout le gouvernement annoncé la veille par le président Ange Razoel. Le chef de l'État lui-même, arrivé pour la première fois au pouvoir en 2009 à la faveur d'un soulèvement populaire, a réagi à la contestation motivée au départ par les incessantes coupures d'eau et d'électricité. Le mot d'ordre dépasse désormais ce ras-le-bol et le vise personnellement. Gaza, le secrétaire général de l'ONU appelle toutes les parties à accepter le plan de Donald Trump. Il est désormais crucial que toutes les parties s'engagent pour cet accord et son application, a dit Antonio Guterres. Le patron de l'ONU salue le plan de Donald Trump et le rôle important des pays arabes et musulmans pour y parvenir. Un peu plus tôt, le président de la Maison-Blanche avait déclaré que le Hamas avait 3 ou 4 jours pour répondre. Sur le terrain, la défense civile de Gaza ainsi que plusieurs hôpitaux du territoire palestinien ont fait état hier d'au moins 41 personnes tuées par les forces israéliennes à travers la bande de Gaza, dont 17 à proximité d'un centre de distribution d'aide. Les États-Unis basculent dans le shutdown, une première depuis 2018. Face à l'absence de concession des républicains, les démocrates décidés à marquer leur opposition à Donald Trump ont refusé de voter le budget. Les activités non essentielles de l'État fédéral pourraient se retrouver à l'arrêt dès aujourd'hui. La dernière paralysie budgétaire remonte au premier mandat de Donald Trump. Elle avait duré 35 jours. La page sport dans un instant. Football, c'est parti hier pour la deuxième journée de la Ligue européenne des champions. Ainsi, certains clubs ont fait forte impression en réalisant des scores larges, entre autres le Real Madrid, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille. Cette deuxième journée s'achève aujourd'hui avec plusieurs matchs, dont une alléchante affiche FC Barcelone-Paris Saint-Germain. Sur le continent, les regards sont tournés vers les 2 dernières journées restantes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Au plan national, le tournoi IFOA A des cadets débute ce week-end dans notre pays et déjà, certaines délégations sont arrivées en vue de prendre part au tournoi. La synthèse de l'actualité des sports du jour, c'est avec Ali Matina. Tournoi IFOA A des moins de 17 ans, la compétition démarre ce dimanche à Bamako. Et déjà hier, les délégations ont commencé à venir. La première équipe a foulé le sol malien et la Sierra Leone. Ensuite, 3 autres équipes sont arrivées, à savoir la Guinée-Bissau, le Libéria et la Guinée. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, la zone A, mettra aux prises à Bamako 8 pays. Dans le groupe A, il y a le Mali, pays organisateur, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Gambie. Et dans le groupe B, nous avons la Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone et la Mauritanie. À l'issue de cette compétition, les 2 finalistes obtiendront leur billet pour la phase finale de la prochaine CAN des cadets. Dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. La trêve internationale qui s'ouvre dans quelques jours à la faveur des 2 dernières journées restantes s'annonce décisive pour bon nombre de sélections en pole position pour se qualifier. En ce qui concerne les Aigles du Mali, ils se déplaceront lors de la 9e journée pour aller affronter les Sao du Tchad le 8 octobre au stade Maréchal Idriss Déby Itno. Puis, ils finiront les éliminatoires à la maison en recevant le 12 octobre au stade du 26 mars les Barrières de Madagascar au compte de la 10e et dernière journée. Après 8 journées, les Aigles sont en très mauvaise posture dans le groupe I avec 12 points. Derrière les Comores, 15 points, Madagascar deuxième avec 16 points et le Ghana leader avec 19 points. S'agissant de la liste pour les 2 rencontres, elle sera publiée dans quelques jours par le sélectionneur Tom Saintfit. Et en principe, selon nos sources, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport aux joueurs qui ont participé au dernier rassemblement. Toutefois, 2 joueurs pourront faire leur retour, à savoir l'attaquant El Bilal Touré qui évolue à Beşiktaş d'Istanbul en Turquie et le jeune défenseur Abdoulaye Diaby qui joue maintenant à Grasshopper de Zurich en Suisse. Un monument du football italien s'apprête à tourner la page. Le mythique stade San Siro va disparaître. Ses propriétaires que sont l'AC Milan et l'Inter Milan ayant acté la construction d'une nouvelle enceinte moderne à quelques mètres seulement du Giuseppe Meazza actuel.
Le stade San Siro, symbole de l'AC Milan et de l'Inter, depuis des décennies est le plus grand stade d'Italie avec une capacité de 75 000 places. Ligue européenne des champions, la deuxième journée prend fin ce mercredi avec 9 affiches. Déjà à 16h45, Karabakh reçoit FC Copenhague et Union Saint-Galloise accueille les Anglais de Newcastle. À 19h, il y aura 7 rencontres. Entre autres, Monaco, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, Le Pirée, Villarreal, la Juventus de Turin, Borussia Dortmund, Athletic Bilbao et surtout le choc FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Une rencontre qui sera officiée par l'expérimenté arbitre anglais Michael Oliver. Déjà hier, plusieurs matchs ont été joués au compte de cette deuxième journée. Large victoire du Real Madrid 5-0 en déplacement chez Kairat Almaty. Le Bayern de Munich en déplacement s'est imposé 5-1 chez le club chypriote de Paphos. L'Olympique de Marseille gagne à domicile 4-0 face à l'Ajax d'Amsterdam. L'Inter Milan l'emporte 3-0 contre Slavia Praga. Courte victoire 1-0 de Chelsea contre Benfica Lisbonne. Et Liverpool, l'une des équipes favorites pour le Graal final, tombe 1-0 en Turquie devant Galatasaray. Chronique de l'environnement. Face au risque de catastrophe, l'Afrique reste l'un des continents les moins assurés du monde. Pourtant, les assurances et les financements innovants peuvent transformer le risque en opportunité économique. Assurances et financements innovants, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les domaines comme l'agriculture, l'environnement, des mécanismes de micro-assurance commencent à voir le jour, permettant aux paysans de compenser leurs pertes en cas de sécheresse. Des initiatives régionales comme Pula Advisor aident certains États à anticiper les crises grâce à des fonds mutualisés. Pierre Sagara, directeur régional Afrique francophone de Pula Advisor. Souvent, l'assurance est considérée comme un investissement presque perdu. Bon, c'est clair que c'est tout l'inverse. Je pense que l'un des meilleurs mécanismes intelligents de gérer les risques, c'est de les prévenir. C'est de dire qu'avant que le risque ne se produise, quelles sont les mesures d'adaptation que j'ai mis en place, notamment par exemple à travers des semences qui sont climato-intelligentes, notamment à travers des intrants qui sont adaptés au type de climat, au type de sol qui sont exploités par les agriculteurs. Ensuite, c'est de dire qu'une fois que les mécanismes d'adaptation sont mis en place, les risques, on ne peut pas s'adapter à 100% aux risques climatiques ou aux catastrophes naturelles. Donc la part qui n'est pas maîtrisable et qui ne peut pas être gérée efficacement par des mécanismes de mitigation doivent être transférés. C'est là où l'assurance agricole intervient. Faute d'assurance, chaque catastrophe entraîne un appauvrissement massif. Des familles perdent tout. Pierre Sagara, directeur régional Afrique francophone de Pula Advisor. Dans le monde, il y a environ 104 pays sur les 183, 184 pays qui existent, qui ont adopté des mesures ou des régimes d'assurance agricole. En tout cas, l'exemple le plus récent auquel j'ai personnellement eu le privilège de contribuer, c'est tout à côté au Bénin où le mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement du Bénin a adopté un régime d'assurance agricole pour protéger les agriculteurs béninois contre ces risques climatiques-là. Dorénavant, tout agriculteur béninois accède à des facilités mises en place par l'État pour s'assurer et pour se prémunir contre ces risques-là. Et tout à côté, il y a d'autres gouvernements qui le font. En Côte d'Ivoire, il y a également une initiative de ce genre en cours. Pendant ce temps, les États s'endettent pour financer l'aide d'urgence au lieu de sécuriser leurs économies à l'avance. Fanny Langela, responsable de l'unité contenu réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. Il y a différents axes auxquels on peut réfléchir. Tout d'abord, en termes de gouvernance du risque, l'un de nos messages clés, c'est que la gouvernance du risque, elle doit être multisectorielle. Parce que le risque nous affecte tous, affecte tous les secteurs de la société, l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture. C'est pour ça qu'on est passé d'une vision de la gestion de la catastrophe à une vision de la gestion du risque. La gouvernance, qu'elle soit nationale ou locale, elle doit être multisectorielle, elle doit mettre autour de la table tous les acteurs de la société. Elle doit aussi être ancrée dans les réalités locales, dans les savoirs locaux. Développer l'assurance contre les risques climatiques, c'est protéger les paysans, stabiliser les marchés et donner un souffle nouveau à l'économie africaine.
Voilà, à cette heure passée de 29 minutes, à Dioïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Soumaïla Sissé, les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.